Alors, je vais un peu parler malgré tout des générations, puisque tous autant que nous sommes, eh bien, nous nous sommes pris dans leur succession. Et à certains moments, oui, on peut se sentir un petit peu solitaire. Alors, je vais partir de Keynes, l'économiste anglais, anglo-saxon Maynard Keynes, qui est en train de discuter dans les années 30 avec les tenants de ce qu'on appelle l'école néoclassique, c'est-à-dire les gens qui s'inspirent de Smith, d'Adam Smith, mais aussi de Marshall, de Jevons, de Pigou, qui croient à ce moment tragique de l'Europe que l'invisible main du marché va faire son office et que bientôt le chômage qui est massif à l'époque sera résorbé, que la stagflation va se dissiper, que les énormes stocks de marchandises accumulées et qui n'ont pas trouvé preneur, eh bien, vont disparaître. Et l'un des contradicteurs de Keynes commence sa phrase par « à long terme ». Alors on a les minutes de l'entretien parce qu'il était de la plus haute importance. Keynes lui coupe la parole et dit « à long terme, nous sommes tous morts ». Et il ajoute « l'éternité ici-bas, c'est 3 générations ». Alors on appartient successivement à la première, à la deuxième. Ce qui est plus difficile à avaler, c'est le fait de se retrouver dans la 3e. Alors, la génération à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire celle de l'après-guerre, celle de la deuxième moitié du XXe siècle, a pu se bercer de l'espoir qu'elle était, serait et resterait à jamais la première, parce qu'à aucun moment, me semble-t-il, dans l'histoire, eh bien, pareille faveur ne s'était répandue comme véritablement d'une corne d'abondance sur la tête des nouveaux arrivants dont nous étions. Jamais le temps n'aurait plus dû passer parce que ces instants-là étaient revêtus à certains égards, du moins d'une grâce si parfaite qu'on ne voyait pas l'utilité que d'autres moments leur succèdent. Et il a fallu que le temps irréparable fasse son œuvre pour que nous prenions la mesure de ce qui nous était arrivé, c'est-à-dire que nous avons vécu comme chaque génération une sorte de rêve qui se dissipe à l'instant où nous touchons au terme de notre carrière, tandis qu'il nous est impossible de nous faire une idée de ce que sera le rêve ou la réalité des générations qui vont nous succéder. Si j'ai bien compris, on a été témoin de 4 ou 5 révolutions silencieuses simultanées. Le terme de révolution silencieuse est de Henri Mandras, qui est un sociologue, qui avait consacré un ouvrage important à ce fait majeur de la fin du 2e millénaire, qui est la disparition de la petite paysannerie française. Le corps du travailleur collectif, c'est la paysannerie. Ça date, je pense, non pas simplement ou seulement de la Gaule romaine, mais du néolithique. C'est également ce que confirme un économiste d'origine hongroise qui s'appelait Karl Polanyi, qui a écrit un ouvrage magistral qui s'intitule « La grande transformation » et qui compare la destruction de la paysannerie traditionnelle et l'apparition ou la généralisation des rapports d'argent à la diffusion du christianisme dans le bassin méditerranéen. Tout un peuple, ou plus largement tout un continent, mettons l'extrémité occidentale du continent eurasiatique, embrasse de nouveaux axiomes de croyance et de nouveaux principes d'action. Lorsque la Deuxième Guerre s'achève, 45% de la population a le travail de la terre pour horizon. Aujourd'hui, c'est 4%. Il y a un signe, par exemple, c'est un film de Jacques Tati qui doit dater de 46 ou de 47, je ne sais plus exactement, et qui s'intitule « Jour de fête ». Le héros, il s'appelle François, bien sûr, le François, et c'est un facteur de village qui a découvert par la magie du cinéma les nouvelles normes de productivité aux États-Unis d'Amérique et qui se met en l'esprit de faire sa tournée à l'américaine, ce qui donne une série de catastrophes qui s'achèvent dans l'eau de la rivière où une vieille paysanne récupère le pauvre François trempé, dégrisé avec sa bécane et sa sacoche et le ramène doucement à la maison en lui disant avec l'accent berrichon que c'est peut-être pas la peine de courir comme des fous, que mon Dieu, les nouvelles du monde ne sont pas si bonnes qu'elles justifient qu'on se hâte de les diffuser. Il n'empêche qu'il me semble que dès alors le mal est fait, que quelque chose est en passe de disparaître. Et je me rappelle, même si c'est assez confusément, que mes années d'enfance étaient marquées continuellement par toute une série de manifestations paysannes qui étaient autant de protestations désespérées contre la disparition
de cette classe sociale qui avait fourni son lest continuellement à l'histoire extrêmement orageuse du pays. La suite logique de cette disparition, eh bien, c'est ce qu'on appelait l'abondance. Les premiers signes apparaissent au début des années 60, mais c'est l'Amérique, enfin les États-Unis d'Amérique qui donnent le ton, puisque c'est en 1958, je crois qu'un économiste qui s'appelait John Kenneth Galbraith a écrit un livre intitulé Affluent Society, la société d'abondance. Et au nombre des souvenirs de nos jeunes années, il y a celui de l'apparition soudaine de quantités de biens, enfin de marchandises, dont l'existence est absolument neuve. C'est l'époque où les voitures se mettent à pulluler sur les routes, où le monde passe du noir et blanc, qui semblait avoir été sa couleur habituelle pendant tous les âges antérieurs à la couleur, où d'un seul coup nous avons accès à des biens qui étaient de l'ordre du rêve ou de l'imagination la plus débridée pour ceux qui nous précédaient immédiatement. La troisième chose, et dont l'importance me semble n'être pas moindre que celle de la mutation du travail productif, eh bien c'est la troisième et sans doute la dernière révolution technologique du mode de communication, c'est-à-dire la révolution numérique. Il y a 3 dates. La première, on a réussi à la dater avec assez de précision, c'est l'invention de l'écriture du côté de Akkad et de Sumer en Mésopotamie, c'est-à-dire en gros dans l'Irak actuel. C'est l'événement le plus important qui ait marqué l'aventure humaine. Jamais rien d'aussi décisif ne s'est produit depuis qu'il y a des hommes, c'est-à-dire depuis, enfin, des hommes comme nous, depuis 50 ou 60 000 ans, que l'objectivation de la pensée ou la visualisation de la parole par des scribes mésopotamiens, c'est-à-dire des intellectuels subalternes qui rendent des services au temple et au palais. La plupart des opérations mentales dont nous nous acquittons, et je veux dire chaque jour et de la façon la plus usuelle, la plus inconsciente, sont inconcevables sans l'appui d'un crayon et d'un papier. On ne peut pas résoudre une équation du second degré sans papier. Je suis professeur. On ne peut pas retenir la liste nominale des 3 classes qui nous sont confiées, c'est-à-dire 75 ou 80 pingouins, si on n'a pas sous les yeux la liste nominale des classes. Le moindre de nos actes en France présuppose la maîtrise technique de l'écriture. C'est la chose la plus importante qui ait jamais été. La séparation durable entre les sociétés développées, la nôtre, et les sociétés dites primitives tenaient au fait que les unes avaient à leur disposition l'écriture et les autres pas. Et il a fallu attendre les années 60, le tout début des années 60, pour qu'une sorte de raison graphique du second degré, avec des statistiques, des schémas, etc., perce le persistant mystère de ces mythes dans lesquels les sociétés sans écriture versent leur signification et que les nôtres, dans leur essor impétueux, avaient oublié. Et c'est toute l'importance du travail de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. La deuxième révolution, elle est beaucoup plus proche de nous. Elle n'est qu'à 500 ans de distance et non pas à 5000 ans. Et elle est allemande. Et c'est la découverte, l'invention de l'imprimerie, la reproduction mécanique des textes à Mayence par Gutenberg. La troisième, on y est, c'est le numérique, c'est tout. L'historien Marc Bloch, qui était un héros, puisqu'il a combattu en 1940, qu'il a repris le combat dans la résistance, qu'il a été arrêté, torturé et fusillé le 16 juin 1944, qui était un esprit du premier rang, constate en 1940, sous les avalanches de bombardiers en piqué et devant le déferlement des divisions blindées adverses, que la vitesse est entrée dans l'histoire et que cela s'est fait en l'espace d'une génération. Nous sommes les enfants de la vitesse, les protagonistes de la vitesse. Le monde change à vue. Donc, à l'échelle nationale, à l'échelle d'un très vieux pays, à une cinquantaine, une soixantaine d'années d'ici, se produisent ces 3 événements majeurs. La France cesse d'être la vieille nation rurale qu'elle avait toujours été, à la différence de ses voisines allemandes ou anglaises. L'abondance arrive, le travail est libéré par le capitalisme, des chaînes et des entraves qui limitaient la productivité.
Et enfin, le mode de communication change. Alors à l'échelle internationale, puisqu'il n'est pas possible de dissocier notre destin de celui de la planète, les bouleversements ne sont pas moindres. Le fait majeur du XXe siècle, c'est la naissance, la vie et la mort de l'URSS. C'est une première dans l'histoire. Un vieux rêve qui est né dans les casernes d'esclaves de l'Antiquité prend corps le 25 octobre 1917 sous les ors du palais d'hiver des tsars russes. Des intellectuels radicaux offrent la paix, le pain et le socialisme au monde entier, déclarent la paix au monde entier. Toute l'espérance du monde est désormais concentrée non plus sur Paris, qui était le phare de toute espèce d'espérance à partir de 89, mais sur les tours torsadées et dorées du Kremlin. La conséquence pour ce qui concerne la vie intérieure du pays, c'est la fin de l'empire colonial. J'ai des souvenirs confus, mais des souvenirs des deux guerres atroces que la République française a livrées à des peuples qui aspiraient à l'indépendance, d'abord au Vietnam et ensuite en Algérie. C'était à 50 ans d'ici, il y a à peine 50 ans que la paix est revenue en Algérie. À ce moment précis, je dirais à une quarantaine d'années d'ici, tout paraissait possible, tout. Il se peut naturellement que nous soyons victimes des illusions dont les adolescents sont friands. Mais la cause du socialisme n'est pas encore désespérée. Par exemple, l'Union soviétique a publiquement critiqué les dérives et les crimes perpétrés par Staline. Chaque fois qu'un peuple se lève pour son indépendance, pour sa liberté, on peut être certain de voir les conseillers soviétiques appliquer, fournir à fond perdu tout ce qu'il faut pour soutenir un combat difficile. Ils ont accroché un nouveau corps céleste au ciel, dont la voûte étoilée rayonne sur nos têtes. Le 29 mai 1968, tout semble possible. Le 30 mai, tout est foutu. Et pour le cas où on n'aurait pas compris ce qui est en train de nous arriver, le 21 août, les tanks du pacte de Varsovie entrent dans Prague. Et ce qui doit, me semble-t-il, découler d'un geste aussi imbécile s'ensuit à peu de distance de là. L'Union soviétique disparaît en août 1991, il y a 21 ans. Voilà. On a vu ça. En l'espace d'une vie, nous avons été les témoins et les protagonistes d'une demi-douzaine de révolutions dont chacune avait des conséquences incalculables. Et alors qu'il me semble que je suis encore vivant, enfin, j'ai cette idée-là, eh bien, rien ne ressemble plus aujourd'hui à ce qu'on a trouvé lorsqu'on a débarqué et que nous avait légué ceux qui nous devançaient. Alors, mon premier mouvement est de penser qu'on est les premiers et les derniers, les premiers à avoir formé de pareils espoirs. On aurait dû être les derniers. Ensuite, rien n'aurait pu devoir changer de ce que nous avions imaginé. Et tout cela s'est dissipé comme un songe. Alors, en vérité, on n'est pas les premiers ni les derniers. Chaque génération a été, lorsque ce fut le moment, le protagoniste et le témoin de la destruction d'un monde. Au moins 3 mondes ont périclité avant que le nôtre, enfin celui du moins dont nous avions l'idée où l'espoir ne s'effondre. La première fois, c'est la fin de l'Antiquité, c'est la prise de Rome, c'est l'intrusion des barbares dans toute l'ère romanisée. Alors on présente ça comme une catastrophe, pas du tout. Il fallait que Rome périclite, puisqu'elle était la mère, la marâtre de l'esclavage. Elle devait mourir. Rome doit périr parce qu'à un certain moment, l'extension de l'Empire qui lui fournit sa main-d'œuvre, c'est-à-dire les esclaves, eh bien, atteint des dimensions telles qu'elle ne peut plus le Alors elle s'enferme, elle dresse partout les pieux de ce que les Romains appelaient le limes, la limite. J'ai vu 2 ou 3 trucs dans le temps que je vivais, et en particulier du côté de Regensburg, c'est-à-dire de Ratisbonne en Allemagne, les ultimes vestiges des murs que les Romains avaient dressés pour tenir en respect les populations libres germaniques. C'est des moellons gros comme des camions semi-remorques, comme des caravanes à peu près. C'est énorme, c'est un travail de Romain au sens littéral du terme. Et on prend la mesure de ce que pouvait représenter pour le patriciat romain la menace que faisaient peser ces hordes primitives mais libres, qui n'en pouvaient plus de servir de matière première au travail forcé à quoi les Romains soumettaient tous ceux sur qui ils réussissaient à étendre leur empire.
Le Moyen-Âge, c'est une époque de régression rurale. La ville, la grande ville, la grande mère de l'esclavagisme antique meurt. Et dès avant même 406, que Rome est prise par les barbares et sombre, eh bien, les patriciens romains qui ne trouvent plus sur place de quoi fournir aux nécessités de la vie se retirent sur leurs domaines pastoraux. Le Moyen-Âge est une période de régression champêtre, une sorte de marécage. Il n'y a plus d'agglomération. Et comme l'histoire s'accélère, il ne va durer que 1000 ans. L'Antiquité, 5000, le Moyen-Âge, seulement 1000 ans. Le temps précipite son cours, le rythme s'accélère, le cycle des révolutions, en quelque sorte, s'emballe. Ce nouveau mode de production féodal repose, vous le savez, non plus sur la destruction systématique de la force de travail. Un esclave dure 4 ans. On ne leur confiait jamais de chevaux parce qu'il les traitait avec brutalité, étant eux-mêmes traités brutalement. J'ai lu à plusieurs reprises qu'on ne leur confiait que les mulets, parce que le mulet peut à peu près tout supporter. Lorsque les choses reprennent leur cours après l'intrusion des peuples libres, des peuples barbares, il y a une différence capitale entre l'esclave et le manant. L'esclave meurt rapidement et sans laisser de descendance. Le manant, c'est-à-dire celui qui demeure, ce que vous retrouvez dans le mot permanence par exemple, dispose d'un petit lopin de terre en marge du domaine seigneurial, peut prendre épouse et donc avoir des enfants. Donc la force de travail n'est plus détruite par le procès de production. Il faut que je fasse le prof 30 secondes. Le mot français travail vient du latin, je fais le prof. Tripalium, les 3 pieux, à l'origine c'est un instrument de torture. C'est 3 pieux fichés en terre, réunis en triangle à la surface, enfin en pyramide plutôt, et sur lequel les esclaves récalcitrants étaient désarticulés. Et on dit qu'il valait mieux être un esclave chétif plutôt qu'un homme robuste parce qu'on accrochait aux poignets et aux chevilles des esclaves rebelles de gros quartiers de pierre qui les désarticulaient et les asphyxiaient. Alors naturellement, ceux qui étaient très, très robustes s'efforçaient désespérément de lutter contre la gravité et prolonger d'autant leur supplice, au lieu que ceux qui étaient un peu malingres ou affaiblis, ceux-là ne résistaient guère et leur trépas était plus miséricordieux. Voilà. Fin de la pédanterie. Bon. Un monde meurt, le monde qui succède à l'Antiquité meurt aussi, doit mourir. Parce que, d'une part, il repose, comme tous les univers qu'on n'ait jamais connus, sur l'exploitation de l'homme par l'homme, et que c'est un monde campagnard. La noblesse, disait, je ne sais plus trop quel historien, le crottin de cheval, ce qui est vrai. La noblesse est une classe rurale. Les barons sont illettrés et mal lavés, c'est des brutes. C'est des crétins, c'est les grosses brutes germaniques, qui parlent allemand. D'ailleurs, jusqu'en l'an 1000, j'ai découvert ça. Pendant 500 ans, le roi des Francs, le roi de France, parle allemand. Et quand il veut s'adresser à ses manants, eh bien, il est obligé de recourir au service d'un interprète. Donc, lorsque dans des vies antérieures, nous avions affaire au seigneur émètre, qui est un baron franc, eh bien, nous étions tenus de passer par ce qu'on appelle un truchement pour lui faire connaître nos humbles suppliques ou nos modestes requêtes. Du jour que la ville renaît avec une classe particulière citadine, les bourgeois dans le bourg, eh bien, les jours de l'aristocratie terrienne sont comptés. Alors, ce qui va contribuer à renverser cette caste arrogante, le sang bleu, c'est le fait qu'un certain nombre d'avancées décisives dans le domaine de la production, puisque c'est ce qui est déterminant en dernière instance, toujours vont se produire. Alors, je vous en livre 2 ou 3 qui sont pittoresques, enfin plus ou moins. Le collier de traction du cheval. Ça date du XIIe siècle, j'avais vu ça. La productivité d'un cheval est multipliée par 2. C'est-à-dire que c'est comme si du jour au lendemain, on disposait de 2 fois plus de chevaux que la veille. Parce que l'effort est enfin libéré du fait que le collier s'appuie sur les épaules au lieu qu'auparavant il portait sur le cou et strangulait la bête à proportion de ce qu'on lui demandait de tirer. Le gouvernail des tambours qui préside de toute évidence à l'impérialisme européen. Seuls des navires, c'est les caravelles portugaises équipées d'un gouvernail d'étambot et non pas d'un gouvernail latéral, peuvent affronter le bassin atlantique. Sinon, l'affaire va rester confinée, comme c'était le cas depuis l'Antiquité au rivage de la Méditerranée. Du jour au lendemain, l'Europe, c'est-à-dire les grands États-nations européens, ils sont 3, il y a la France, l'Espagne et l'Angleterre, se tournent avec des yeux injectés de sang vers les 7 mers et les 5 continents, avec la prétention
qu'ils vont exécuter, ces États monstres, eh bien, de les asservir, de leur imposer leur langue, leur religion, surtout le travail forcé. Le papier, qui est une invention chinoise, qui nous est arrivée par les Arabes, la boussole, même chose, qui vient de Chine et qui emprunte des canons un peu détournés avant de tomber dans nos mains, et naturellement le canon. Le canon abolit la distance. Et les Européens sont passés très vite maîtres dans l'art de tirer toutes sortes d'effets dévastateurs d'un trou borgne percé dans une masse de métal. Voilà. Et à compter de ce moment-là, les villes renaissent et l'échange monétaire va en quelque sorte déprécier la rente foncière sur quoi vivait la noblesse. Et le 14 juillet 1789, je crois, ceux qui nous ont précédés estiment que les temps sont accomplis, que les jours de la vieille noblesse foncière sont désormais révolus et qu'il est temps de substituer de nouveaux rapports entre les hommes à ceux qui avaient jusqu'alors prévalu. Alors, c'est une révolution bourgeoise, l'égalité formelle, la domination bureaucratique et légale et les relations marchandes. Mais en même temps que s'instaurent entre les hommes ces relations marchandes, et s'il est vrai que toute chose est essentiellement contradictoire et tire en quelque sorte d'elle-même son négatif, sa propre négation, et bien en même temps une nouvelle classe sociale, ça s'appelle le prolétariat ouvrier, qui croît démesurément à proportion de ce que s'étendent les effets de la révolution industrielle, se voit confier la mission de jeter bas l'édifice capitaliste pour lui substituer une société sans classe où l'égalité, non pas seulement formelle, c'est-à-dire juridique, mais réelle, c'est-à-dire économique, sera la règle. Quand on a débarqué, je suis à nouveau revenu au milieu du XXe siècle, après ce parcours légèrement cavalier, et je parle poliment de la longue durée, bon, la question est à l'ordre du jour. Je me rappelle très bien une inscription sur un mur, fin 69, capitaliste, virgule, c'est votre dernier Noël, 3 points d'exclamation. Bon, ouais, on ne rigolez pas. Capitaliste, votre dernier Noël. Et puis, j'avais déjà abordé la question, pincé cette corde, ceux qui avaient aux mains rien de moins que de conduire l'histoire, si elle n'a jamais été que celle des luttes de classe depuis les origines jusqu'à nos jours, à son terme, ont failli. S'il est une chose que je regrette, c'est de devoir partir sans que me soit fournie l'explication exacte de ce qui s'est effectivement passé. C'est une chose terrible que de vivre d'un côté et de penser de l'autre, ou d'avoir des pensées dont nous sentons confusément qu'elles ne se rapportent pas véritablement à ce qui non seulement s'est passé, mais à quoi nous nous sommes trouvés mêlés. Je veux dire que lorsqu'on se trouve investi d'une responsabilité aussi énorme, on veille à agir de telle sorte qu'on soit assuré de parvenir aux fins que l'on s'est assignées, en regardant de très près aux moyens qu'on va mobiliser. Or, manifestement, quelque chose a échappé à ceux qui étaient engagés dans cette affaire, avec en principe aux mains une théorie de l'histoire dont il n'était que de faire l'application pour parvenir au résultat que l'on escomptait. Donc, le rêve d'une génération, celle à laquelle j'appartiens, c'est désagréger. Ce qui fait que depuis 21 ans, et même sans doute dès avant cela, puisque des signes non équivoques d'ossification cérébrale nous parvenaient de ce qui était la mire des peuples et le phare des nations, le deuxième terme de l'alternative est brisé, il s'est dissipé. Ce qu'on appelle la globalisation est la conséquence de ce que ceux qui menait l'humanité depuis à peu près un siècle et demi, s'est dissipé. On a vu ça. On a été témoins de cela. La globalisation, c'est l'extension à la totalité de la planète des maximes de l'Europe occidentale. Ce qui se passe, ce qui s'est passé là sous nos yeux dans les 20-30 dernières années, c'est l'européanisation de la planète. Où que l'on aille, on retrouve partout la culture écrite qui est la nôtre, dans la langue dominante qui est celle des entrepreneurs anglo-saxons. Les non-lieux, le fameux non-lieu pointé par le sociologue Marc Auger. Les aéroports, les guichets de banque, les bureaux, etc. Ça a sa source quelque part, ça sort d'Europe occidentale ou des États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis d'Amérique ne sont jamais qu'une succursale de l'Angleterre. Et si je puis me permettre, c'est de Clémenceau. L'Angleterre, c'est une colonie française qui a mal tourné.
Clémenceau, 1908 ou 1909, oui, et qui a mal tourné en ce qu'elle a privilégié un certain type de culture qui, comme toute culture, est parfaitement arbitraire. La culture anglo-saxonne, celle qui a gagné le monde entier, y compris notre pays. Dans les années 80, c'est ce qui nous est arrivé, avec l'apparition, par exemple, d'hommes d'affaires dans les cercles politiques dirigeants. Je pense à des types comme Tapi, ben voilà, qu'est-ce qu'ils venaient foutre dans la mouvance, par exemple, du Parti socialiste, alors qu'il me semble bien que la culture française est depuis toujours autre. Un mot de De Gaulle, 62 ou 63, la politique française ne se décide pas à la corbeille, c'est-à-dire à la bourse. La culture dominante en France est littéraire, c'est comme ça. N'importe quelle autre la vaut, mais elle vaut n'importe quelle autre. Deux, trois anecdotes politiques. De Gaulle, par exemple, lorsqu'il écrivait dans le style à la fois pompeux et délicieusement suranné de Pierre Corneille, qu'il jugeait congru à la grandeur de la France et à sa grandeur propre. Il devait mesurer 1,86 m ou 1,87 m. Son successeur s'appelait Georges Pompidou, la jeunesse me pardonnera. Pompidou était fondé de pouvoir de la banque Rothschild. Bon, oui, il faut faire quelques concessions, paraît-il, à la réalité économique, mais il était en même temps professeur de lettres classiques et il a laissé une très très bonne anthologie de la poésie française. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps, mais Giscard d'Estaing, Valéry, qui a succédé à Pompidou en 74, il y a 38 ans, bon, n'a pas laissé une œuvre littéraire que je qualifierais d'impérissable. Mais lui qui avait tout, il était le premier magistrat de ce pays, a intrigué d'une façon que je qualifierais assez volontiers d'abjecte. Ça veut dire qu'on fait la tournée des académiciens pour forcer les portes du Quai Conti et siéger parmi les 40 immortels, dont Voltaire disait déjà, ils sont 40 qui pensent comme 4. Ce que j'avais trouvé tout à fait heureux. Bon, il y avait dans ce pays une tradition littéraire qui a duré jusqu'à une époque récente, dans laquelle j'ai été nourri, que j'ai trouvé, mon Dieu, bonne, en ce qu'elle tente à répandre une parfaite clarté sur toutes les choses, celles du dehors, mais celles aussi du dedans. Et dans l'intervalle, force m'a été de constater que, eh bien, sans trop le publier, le personnel politique dominant, mes semblables, mes concitoyens, avaient embrassé des nouveaux axiomes qui sont ceux de la culture marchande, de la culture d'entreprise, laquelle se ramène en substance à une seule et unique maxime, qui est la maximisation des chances de gain pécuniaire, le calcul rationnel des chances de gain pécuniaire. Alors, c'est des choses qu'on peut lire dans la presse spécialisée. Je pense à ces revues patronales en quadrichromie, sur papier couché, avec des bons hommes dans des bureaux luxueux, des secrétaires de cinéma, etc., etc. Mais je pense à ce que j'entends autour de moi, au bruit du monde que je peux recueillir lorsque je prends le métro, comme tout le monde, ou l'affreuse ligne B du RER. Hein, parce qu'on a des pannes, donc on entend les gens parler, quoi. Bon. Alors, bon, ça n'a rien d'indiscret. J'étais assis à ma place habituelle, dans mon wagon, puis il y avait deux jeunes, des morveux de 30 ans, en train de discuter à côté de moi, qui me cassaient les pieds parce que je corrigeais mes copies. Bon, alors la fille dit, ouais, là j'ai eu une opportunité économique et je descends à Nice. Bon, une opportunité économique, je me dis, punaise, comme elle parle. Ben, elle parlait comme les magazines d'entreprise, quoi. Oui. Et ouais, j'ai trouvé un emploi de coiffeuse. Bon, je dis, voilà. Mais ce qui est terrible, c'est que ceux qui ne sont pas, comme on disait dans notre jargon, les propriétaires des moyens de production, ont fini par adopter vis-à-vis d'eux-mêmes l'attitude qui est celle de leurs employeurs. Et qu'on se considère simplement comme une force de travail dont on va s'efforcer de tirer le maximum sur le marché, quand il me semble que c'est en contournant peut-être cette institution qu'on appelle le marché, qu'on se donne une chance d'avoir d'authentiques, de véritables, de réelles opportunités économiques. Bon. Voilà. On en est là. Tel est le spectacle, à mes yeux, désastreux qui se lève sur l'aboutissement de l'aventure d'une génération, celle qui fut d'abord la première dans l'euphorie de la reconstruction de l'immédiate après-guerre, puis la deuxième dans la perplexité parce que d'un seul coup un certain nombre d'espérances qu'elle avait formées aux heures
de l'adolescence quand le monde lui-même, pour un temps, a semblé redevenir adolescent. Eh bien, le cède à l'espèce de grand désenchantement qui est le nôtre, mais dont on essaie de se consoler en se disant qu'on n'est pas les premiers, puisque avant nous, d'autres mondes qui paraissaient aussi fermement fondés que le nôtre peut l'être, ont périclité sous l'effet d'événements dont l'importance, c'est-à-dire les conséquences, ont échappé à ceux qui s'y sont trouvés mêlés. J'essaie par exemple de me représenter les pensées, les sentiments d'un aristocrate de la fin du XVIIIe siècle. Il est fort d'1 million de quartiers de noblesse, il a sa place dans la mécanique de cour, il est pourvu non pas seulement d'un titre, puisque la noblesse est héréditaire, mais par exemple de charges, il reçoit des pensions dont l'énormité parfois laisse béant. Il peut considérer que les choses ont toujours été telles, ça fait 1000 ans qu'il en va ainsi, et qu'elles dureront toujours. Et puis un beau matin de juillet 89, eh bien, il découvre avec émotion qu'une émeute est en train de se produire et qui est en vérité une révolution. Et dans la nuit du 4 août 1789, eh bien, il apprend que l'ensemble des droits qu'il avait sur le travail vivant, la masse plus ou moins taillable et corvéable à merci de ses manants, ces droits sont abrogés, sont abolis d'un trait de plume. Ce qu'on appelle les terriers, c'est-à-dire l'ensemble des papiers sur lesquels sont fixés ces droits, brûlent, et accessoirement le château et accessoirement le propriétaire, lorsque d'aventure il fait mine de résister aux légitimes aspirations de ces hommes qui aspirent à être libres et égaux en droit, sinon en fait. Alors en 1992, ça fait 20 ans déjà, je ne sais trop de quel terme le qualifier, un essayiste, philosophe, sociologue, mais il n'est ni l'un ni l'autre, mais d'un essayiste américain qui s'appelle Francis Fukuyama, qui est d'origine japonaise, mais qui est un citoyen des États-Unis d'Amérique, publie un livre qui a connu dès alors, et aujourd'hui encore un peu, un retentissement prodigieux. Pourquoi? Parce qu'il s'intitulait « La fin de l'histoire ou le dernier homme ». La fin de l'histoire jusqu'à nouvel ordre, c'est dans un premier temps, eh bien, pour les philosophes idéalistes allemands, cet instant où l'esprit, excusez-moi d'entrer dans ces considérations fumeuses, deviendra monde et le monde esprit. Le type s'appelait Hegel, il était professeur extraordinaire à la faculté de Jena, il a laissé un certain nombre d'ouvrages importants, il est le premier à avoir formulé en termes philosophiques la théorie du mouvement, c'est-à-dire de l'histoire, qui avait échappé dans une large mesure à ses prédécesseurs, parce que l'histoire semblait être frappée d'immobilité et rien ne devoir se passer jamais. Il est le premier à prendre acte de ce que quelque chose se passe, dont les conséquences sont visibles au point que, par exemple, en 1806, je crois, alors qu'il est en robe de chambre dans sa demeure de Jena, il entend un grondement sourd qui ne s'explique de prime abord pas. Il ouvre les fenêtres et, quoiqu'il ne soit pas forcément familier de ce genre de choses qui intéressent plutôt les hommes d'action et non pas les penseurs, il reconnaît le grondement du canon. Et contre toute attente, il découvre que les Français qu'on imaginait encore à des dizaines de lieues de là sont ici et toquent à la porte. Alors, bon, son cœur est allemand et il imagine que cette armée de va-nu-pieds, de savetiers, comme on dit, que constitue l'armée française, c'est le recrutement national. Ce n'est plus des mercenaires, ce sont tous les citoyens qui s'engagent sous les nouvelles couleurs, le drapeau tricolore, pour propager partout les théories révolutionnaires dont la France est l'épicentre, l'égalité, la liberté, la fraternité à l'occasion. Et il s'attend à ce que les savetiers et les cordonniers eh bien, fuient en déroute après qu'ils se seront heurtés aux troupes impériales prusso-autrichiennes. Ça a duré exactement 1 heure. L'affaire est emballée en 1 heure, c'est-à-dire que le général français qui s'appelle Bonaparte arrive, il a une maxime, c'est on s'engage et on voit. Les gars d'en face ont des plans, des trucs, des machins, lui non, il est jeune. Et il a pour principe eh bien, de se déterminer au vu de ce qui se présente et d'agir en conséquence. Alors les Autrichiens et les Prussiens l'attendaient ici, passent par derrière. Alors naturellement, le ciel est avec lui, un brouillard très épais qui dissimule la manœuvre d'enveloppement qu'ils viennent tenter. Et lorsque le soleil perce, bon, il est évident que la partie est perdue. Et Hegel, hors de lui, mais pour le coup d'enthousiasme, descend dans la rue de Jena, attend que les troupes françaises entrent. Et lorsque paraît le petit bonhomme avec son bicorne et sa redingote grise, dit simplement à ses citoyens, regardez, c'est l'esprit du monde.
voilà l'agent des bouleversements dont nous sommes témoins, c'est-à-dire la fin des antiques monarchies terriennes et l'intrusion sur la scène du monde d'hommes qui, quoi qu'ils ne le sachent pas, sont les vecteurs, les agents, les propagateurs de la raison, ceux qui œuvrent à ce que le monde prenne conscience de lui-même, sachant que d'entrer dans cette lumière pure, apaisée de la raison, doit emprunter, c'est ce qu'il appelle la ruse de l'histoire, les chemins de la passion et à l'occasion raisonner du bruit du canon. Alors, ce qu'il racontait, bon, et qui revient à mettre un peu les choses à l'envers, puisque ce serait l'esprit qui dirigerait en sous-main les opérations, alors qu'il semblerait que ce soit plutôt l'inverse, c'est-à-dire les tâches matérielles qui nous occupent, qui soient cause de ce que le monde change, ce que j'ai dit tout à l'heure, le collier de traction du cheval, la navigation avec le gouvernail des tambours, etc., etc. Bon, c'est le fameux manifeste barbouillé d'une main décidée par un certain Karl Marx, un merdeux de 29 ans, qui, en 1848, froidement, balance sur la table de la première internationale un petit bouquin qui s'appelle Le Manifeste, et dont l'écho de tonnerre va remplir le siècle et demi qui suit. Donc Fukuyama, ne croyez pas que je perde de vue ce que je suis en train de vous raconter. Je dis ça parfois à mes élèves parce qu'il leur arrive de flotter un petit peu quand je pars dans des digressions. Donc je les rassure. Fukuyama prononce l'oraison funèbre de la philosophie de l'histoire et en particulier de la fin de la lutte des classes sur le cadavre fumant de l'Union des républiques soviétiques socialistes. Et il dit voilà, le socialisme, le régime totalitaire, etc., viennent de prouver leur incurie, leur incompétence. Ils n'ont pas été fichus d'obtenir la productivité maximale et d'assurer à chacun de leurs ressortissants la somme des services et des biens qui rendraient la vie belle et désirable. Donc, nous touchons à la fin de l'histoire, laquelle va se perpétuer à l'identique dans une sorte de présent figé sous les triples auspices. Premièrement, de la démocratie libérale, c'est-à-dire formelle. Deuxièmement, du régime capitaliste. Et troisièmement, du développement indéfini de la physique théorique. Voilà. Un nommé Fukuyama, essayiste, je ne sais pas où, à Yale, enfin peu importe, une fac américaine, écrit une sorte de contre-épreuve du manifeste de 1848 et annonce que c'en est fini des illusions dont il nous a plu de nous bercer, surtout les Français. La France est un pays révolutionnaire, c'est comme ça. On a la tête politique. Je ne peux pas m'empêcher de rappeler que par 3 fois au XIXe siècle, eh bien, le peuple de Paris a tenté d'instaurer l'égalité réelle. La première fois, c'est 1830. La deuxième, c'est juin 1848. Ça se termine dans le sang, sur le pavé des barricades. La troisième tentative, c'est 1871. C'est la semaine sanglante de mai qui se termine au mur des Fédérés, qu'on peut encore voir grêlés d'impact, puisqu'on abattait les petits jeunes gens à la mitrailleuse pour aller plus vite. Il y a encore les trous des impacts dans les murs. Donc Fukuyama dit voilà, c'est fini, on n'ira pas plus loin. Tout ce qui a pu se produire auparavant ne constituait jamais que le prélude de l'espèce d'état stationnaire auquel nous sommes parvenus et qui est d'une certaine façon l'extension à la totalité de la planète d'un certain nombre de principes qui ont pour berceau, pour assise, eh bien, l'Europe occidentale. L'Europe occidentale a généralisé partout, par toutes sortes de voies et de moyens, les zones d'une brutalité extrême, bon, c'est toute l'histoire de la colonisation, les autres qui seraient plutôt de l'ordre de la séduction. Bon, je ne fais pas de pub Coca-Cola. Où que vous alliez, dans le bled le plus perdu qui soit, j'ai ça dans mon département natal. Il vous semble que bon, vous êtes sur une autre planète. Vous êtes au magasin, le magasin général de Tarnac, c'est des voisins. Bon, avant d'arriver, il y a une petite boulangerie, je vous dis ça comme ça, une église du XIIe siècle, et à côté de la boulangerie, vous avez une petite armoire externe réfrigérée, Coca-Cola. Et en plus, il y a du cru qui s'y sont mis, qui trouvent que c'est bon. Bon, on est en 2012, vraiment. C'est pas de ça que je voulais parler. Je ne sais plus ce que je racontais avant Tarnac, c'est l'émotion quand je parle de Tarnac. De quoi je parlais? Mais oui, bien sûr, mais évidemment. Alors je disais à mes élèves, bien sûr, je feignis d'oublier, mais en vérité, ça ne m'est jamais sorti de l'esprit. Et mes élèves qui étaient naïfs me croyaient. Voilà.
Donc, en principe, on est entré dans la fin de l'histoire, nous sommes les derniers hommes, tous ceux qui ont vocation à nous succéder, qui déjà nous succèdent, qui nous poussent vers la petite porte, comme dit Michelet, sont acquis, seront acquis aux axiomes de la physique théorique, de l'échange capitaliste, et puis de la démocratie libérale. Bon, ouais, pourquoi pas? C'est une version américaine de la fin de l'histoire. À quoi s'opposer celle d'origine européenne, franco-anglo-allemande, qui ont prévalu pendant 150 ans. Le petit jeune, là, le barbu à qui je faisais allusion, est allemand, comme tout philosophe. L'Allemagne est condamnée à la philosophie parce qu'elle est politiquement impuissante. Donc quand on ne peut rien faire, comme ça. Pour le coup, je suis sérieux. Les Allemands en sont hautement conscients, comme ils ne se sont jamais constitués en État-nation. Comme l'Allemagne naît en 1871 du traité de Versailles. Elle est dans l'incapacité de prendre part au grand jeu de la conquête du monde. L'historien français Fernand Braudel s'était servi d'un mot, d'une appellation, d'un qualificatif qui désignait le roi Louis XI, l'universel aragne, l'araignée universelle, pour désigner ces trois monstres froids, enfin froids, pas si froids que ça, que constituent à partir de la fin du XVe siècle l'Espagne solaire de Charles Quint et de Philippe II, l'Angleterre de la reine Élisabeth, et puis la France des Valois et des Bourbons. Il faut des États-nations pour élever des ambitions aussi énormes que celles qu'ils ont formées et dans l'état actuel du monde et l'aboutissement. Si brillantes qu'aient pu être les civilisations italiennes et allemandes, celles des cités-États, elles ne mobilisent que quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de personnes. Un État-nation, c'est 20 millions de personnes. Donc c'est quelque chose dont le poids se fera sentir aux antipodes. Mais la Nouvelle-Zélande, bon, ils sont anglophones, ils sont acquis à la culture anglaise. À cette heure précise où nous touchons, les grands désillusionnés de ma génération découvrent avec stupeur qu'il existe désormais une version irénique, non contradictoire de l'histoire, du processus dans lequel nous sommes pris corps et âme. Le négatif, l'autre terme de l'alternative, s'est dissipé, a été balayé, reste comme perspective, c'est celle que je trouve un petit peu morose pour ne pas dire plus, que nous offrent les porte-paroles de la civilisation anglo-saxonne, marchande, capitaliste, nord-américaine. Néanmoins, et je vais finir par là, néanmoins, on a un type qui s'appelle Rousseau, par exemple, un Français. C'est la première fois qu'un plébéien prend la plume. C'est un nom important pour une raison toute simple, qui est que pendant 5000 ans, ceux qui parlaient appartenaient inévitablement à l'aristocratie. Où en étaient les interprètes? Le texte de l'humanité, depuis l'origine jusqu'au XVIIIe siècle, est barbouillé par la noblesse terrienne. La littérature ne parle que de l'aristocratie. Tous ceux qui n'ont pas l'heure d'appartenir à la caste dirigeante sont comme absentés du texte qui escorte la marche de l'espèce pensive. La France ne fait pas le moins du monde exception à cette loi non écrite de l'écriture. Je peux descendre aux détails, pour le cas où vous auriez un doute à ce sujet. La naissance de l'individu conscient de soi en France. L'individu conscient de soi est l'enfant de l'État. C'est parce qu'il y a un État que nous sommes conscients de nous-mêmes. C'est la contrainte étatique qui nous oblige à faire retour sur nous-mêmes. Avant le XVIe siècle, il n'y a pas d'individu comparable à nous. Il y a des mecs qui nous ressemblaient sans doute et qui portaient des noms plus ou moins ridicules dont nous sommes affublés, mais ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale qui a le monopole de la violence physique légitime. L'État est l'ami de l'individu, aussi étrange que ça puisse sembler. C'est l'État qui engendre l'individu. À la révolution objective que constitue l'apparition d'un organe central régnant sur une entité territoriale intégrée, répond l'intégration par tous ceux qui sont sous la dépendance de l'État, de la violence d'État. On peut toujours faire ce qu'on veut, trucider son voisin, sortir le couteau de cuisine ou le fer à repasser pour les dames, mais il faut faire attention à ce qui va en résulter. Il y a une justice et une police. C'est Montaigne qui s'en fait l'écho, le seigneur Michel Ekem de Montaigne. C'est un hobereau qui n'a rien à faire que de barbouiller son papier. Si on continue, on voit que c'est un petit chevalier tourangeau qui s'appelle Descartes, qui va extraire du moi, de l'individu conscient de soi, le sujet de la connaissance, dont tout l'être se déduit de ce qu'il pense. Je pense donc je suis. C'est un noble, hein. C'est le chevalier. Je vous livre une confidence, c'est le chevalier Descartes du Perron. Il avait une terre qui s'appelait du Perron, et la noblesse est fondée sur la propriété des moyens de production, c'est-à-dire la terre.
Bon, ça continue. Celui qui suggère que l'absolutisme est menacé et qu'il faudrait passer un régime parlementaire s'appelle Montesquieu. De la Brède de Montesquieu. Enfin, il a 3 titres, j'en ai oublié. Bon. Le plus brillant témoignage que nous ayons sur la société de course, ce sont les mémoires du duc de Saint-Simon, c'est 10 000 pages, qui avaient été confisquées par Choiseul, mis en sûreté sous séquestre dans les souterrains du ministère des Affaires étrangères, oh là là, et sorti par l'effort combiné de ses descendants et d'un professeur d'histoire qui s'appelait Cheruel et qui était le professeur de Flaubert. Enfin, voilà. Les bourgeois prennent le pouvoir au 19e, donc la littérature elle est bourgeoise. Balzac est un bourgeois, Stendhal est un bourgeois. L'œuvre de Proust est financée par la Banque parisienne et la faculté de médecine, celle de Raymond Roussel par le trust pharmaceutique Roussel-Uclaf. Roger Martin Dugard n'a jamais levé le petit doigt, il vit dans un manoir normand. André Gide vide Sérente, la bourgeoisie protestante. L'œuvre de Claude Simon est sortie de la grande propriété viticole du Midi méditerranéen. Il n'est point fait état dans le texte qui accompagne notre destin de la vie de ceux qui n'appartiennent pas aux ordres privilégiés. Alors, ou bien on s'accommode de cet état de fait, ou bien on continue de nourrir un certain nombre d'aspirations. Rousseau, pour le coup, ne croyait pas qu'à un seul moment son nom ne soit sorti du cerveau. Rousseau pose que l'égalité est inscrite en lettres d'or, en capitale romaine de 1 mètre de haut, dans les plus intimes replis de notre cœur. Tous ceux qui ont fait réflexion à ce sujet, Socrate, je ne suis pas grec, je ne suis pas athénien, je suis du monde. Hobbes, le théoricien de l'État, Léviathan, de l'État terroriste, de l'État moderne, Hobbes dit, bon, tous les hommes sont égaux. On est à peu près les mêmes. Et c'est chose surprenante que les hommes que nous sommes, ou que les manants, que ceux qui sont ensevelis dans les vallées de la servitude et de l'obéissance, ne se révoltent pas et ne marchent pas à main armée ou à main nue sur les quelques privilégiés qui leur extorquent sans le rétribuer le surtravail, qui est la règle, là encore implicite, non écrite de tous les modes de production. Ou bien il y a quelque chose en nous de quasiment génétique, c'est cette conscience intime que nous avons tous d'être identiques à nos semblables, les frères de tous les hommes. Auquel cas, quoi qu'en dise Fukuyama, il y a 2 ou 3 trucs qui ne passent qu'assez difficilement, en particulier les transactions marchandes en régime capitaliste, et je ne suis pas certain que son projet, la fin de l'histoire, n'ait pas du plomb dans l'aile. En outre, quoique la version adverse ait momentanément ou définitivement disparu de l'usage, je n'en sais rien, je vais partir sans avoir la moindre certitude à ce sujet. Le mode de production capitaliste est comme tous les autres modes de production contradictoires. Ils enferment en leur sein leur propre négation. L'esclavage doit péricliter lorsque les casernes d'esclaves se vident, parce que les légions romaines ne peuvent plus étendre leur action au-delà de certaines limites, que donc ce qu'on appelait les ergastules, les prisons d'esclaves se vident, il n'y a plus de boulot, on crève, et puis c'est tout. La classe patricienne romaine ne peut plus vivre du travail des esclaves, les a liquidés. Même chose pour la féodalité. Le capitalisme porte en lui-même sa propre négation. Bon, elle porte un nom, c'est la loi de suraccumulation du capital et sa contrepartie qui est la baisse tendancielle du taux de profit moyen, comme on disait dans ma jeunesse. La version classique vous dira c'est la loi des rendements décroissants. Bon, excusez-moi de parler ce langage barbare. On est témoin chaque jour de ce que cette négation est à l'heure. La crise, on est en plein dedans. Il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas. La thèse sur la paupérisation absolue a semblé un temps être inopérante, d'accord, mais il y a des pays entiers, la Grèce par exemple, qui est au bord de la faillite. L'Espagne semble elle aussi être touchée, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Le développement de la physique théorique, admettons, le boson de Higgs vient d'être confirmé dans l'existence théorique qui lui avait été concédée expérimentalement, c'est fait. Quant à la démocratie libérale, bon, je vous laisse seul juge puisque vous y êtes. Bref, des fois je me sens tout seul. Vous voyez qu'au fond j'ai réussi à retomber plus ou moins sur mes pattes, comme les chats qui font les zigotos dans la gouttière et puis qui basculent, mais à la dernière extrémité réussissent à atteindre la terre les 4 pattes en avant. Parce que chaque génération, depuis que la vitesse est entrée dans l'histoire, fait une expérience unique, c'est-à-dire transitoire, c'est-à-dire historique. On a tout, je le dis sans vergogne, on a tout eu pour commencer. Je veux dire, on a eu l'espérance. Rousseau, à qui je faisais allusion, ajoute « L'espérance du bonheur est tout le bonheur. » Peut-être bien. Peut-être bien. Je ne sais pas trop ceux que vont fabriquer, ceux que, paraît-il, nous avons mis en circulation. C'est leur tour, nous avons eu notre jour, c'était fatigant.
c'est désenchanteur parce qu'il semblerait que quoi que nous puissions faire, nous ne parviendrons jamais aux fins que nous sommes assignés. C'est peut-être une fatalité dont le nom n'est inscrit nulle part, j'en sais rien. Dans tous les cas, l'espèce continue, la vie est là, sous la forme des gamines et des gamins, des enfants qu'on voit s'agiter avec terreur autour de nous, parce qu'ils nous notifient que nous avons eu notre jour. Donc, en conclusion, je ne conclurai pas, voilà, j'en finis.